Il est 19h30 dans la région du Ourodougou et partout en Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous et merci de suivre le temps d'information sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, après avoir passé le fameux sésame du baccalauréat, comment réussir l'étape de l'orientation parfois stressante en tenant compte de la réalité du marché de l'emploi? Des réponses dans notre dossier du jour. Et puis hors de chez nous, au Zimbabwe, élection présidentielle, l'opposition crie son indignation suite à la proclamation de la victoire du président sortant, Emmerson Mnangagwa. Encore merci d'être toujours présent sur RTI2. Tout de suite, la rubrique du jour. Selon une étude publiée en 2019 par l'agence France Développement, 80% des travailleurs actuels exercent dans des domaines non conformes à leur formation de base. Ces données illustrent localement les failles dans l'orientation d'un nombre important d'élèves, sachant qu'une mauvaise orientation conduit bien souvent à un échec professionnel. Suivons à présent ce dossier signé Aboulaziz Guira, Maïssa Kogei, Kader Batil et Issa Dambélé, où l'accent est mis sur les conseils pour optimiser sa recherche, mieux s'orienter, afin de se déterminer un avenir des plus sereins. Fini l'euphorie de la célébration, place à présent à la réalité de l'orientation pour les nouveaux bacheliers, chose qui n'est pas toujours aisée pour ces derniers. Pour se faciliter la tâche, de nombreux nouveaux bacheliers prennent part au salon de l'orientation. Une fois sur les lieux, les visiteurs sont d'abord entretenus par des conseillers d'orientation. Ensuite, place à la visite des stands. Là, rares sont ceux qui savent concrètement vers quel domaine s'orienter après le baccalauréat. Je doutais un peu de la filière adaptée à mes capacités ou autre chose. Bon, le conseiller d'orientation m'a conseillé de faire de me présenter un peu à l'INP ou bien les grands concours, si je peux y aller, accéder, de le faire. Avant le bac, je ne savais pas tellement quoi faire. Je me suis décidé maintenant. Il y a eu un bac D. Et là, je suis venu me renseigner à propos des filières et des établissements qui existent en Côte d'Ivoire. Actuellement, j'ai pris un choix. C'est de faire informatique, réseau, informatique et télécommunication. Bon, avant le bac, ce qui était dans ma tête, c'est de faire statistique. Le matin, nous avons échangé avec les conseillers d'orientation. Eux qui m'ont aidé à faire ce choix. D'autres se font même assister par leurs parents. Bon, pour l'instant, nous sommes juste venus nous renseigner. Et c'est au fil de cela que maintenant on va choisir l'école. La filière, on veut banque assurance pour l'instant. Donc quand on va rentrer à la maison, on aura le temps de décortiquer toutes les informations qu'on a reçues et puis on va faire notre choix. On a déjà des choix dans le domaine informatique, dans le domaine de la comptabilité, puisqu'il c'est pour un bac D. Mais nous faisons le tour. On essaie de découvrir d'autres écoles, voir les formations qu'ils offrent, quels sont les montants de scolarité. Parce que l'orientation est la base de la réussite. Une mauvaise orientation, on peut être bon et puis passer à côté. Chez nous, on laisse les enfants choisir et puis on les accompagne. Au salon de l'orientation, ce sont un peu plus d'une centaine d'établissements qui exposent et près de 1000 bacheliers attendus. Le visiteur, il a déjà le choix. Il a déjà le choix d'un métier, puisque c'est à partir du métier qu'on a en vue qu'on choisit la formation qui va avec. Donc lorsqu'il arrive et qu'il a la rencontre avec les conseillers d'orientation, il sait déjà le domaine d'activité qui lui convient. Et en fonction du domaine d'activité qui lui convient, il va donc trouver la formation qui va avec. Mais entre-temps, il va rencontrer aussi d'autres professionnels qui lui diront les différentes possibilités qu'il a pour s'insérer quand il aura fini sa formation. Parce qu'ici, sur place, c'est vrai qu'il y a des formations qui existent déjà, mais il y a aussi des formations qui sont déjà saturées. Voilà, dont les métiers sont déjà saturés. Donc tout ceci, c'est des informations qui lui sont transmises et il choisit ses formations donc en fonction de tous ces paramètres-là. L'étape de l'orientation, un facteur prépondérant dans la carrière professionnelle d'un diplômé. Un mauvais choix peut conduire à une importante perte de temps. Au sud d'Abidjan, dans la commune de Koumassi, nous retrouvons Ama Estelle, diplômée en BTS en bâtiment depuis 2015. Un choix qu'elle finit par regretter des années plus tard. Et ce n'est que cette année qu'elle finit par se lancer dans son domaine de prédilection. Elle travaille désormais à son propre compte. C'était mon choix au début. J'ai aimé
Et puis je suis partie. Mais étant dans le bâtiment, j'ai pas du tout senti le truc en fait. C'est-à-dire que j'ai plus aimé le côté esthétique. Du coup, je me suis lancée dans le commerce. Et puis j'ai fait des formations pour avoir la compétence actuelle dans l'onglerie. On peut dire que c'est du gâchis. J'ai été orientée comme ça. Si on m'avait demandé et que c'était maintenant, j'allais dire que je veux faire le marketing. Comme ça, j'allais faire le commerce. Ou bien j'allais dire l'esthétique. J'allais commencer dès le début. Pour s'orienter efficacement, il faut tenir compte de plusieurs facteurs, comme nous l'explique une conseillère en orientation. Il y a beaucoup d'enfants qui n'arrivent pas à se trouver des qualités. Ils n'arrivent pas à trouver leur identité. Or, si tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas savoir qui tu peux devenir. Donc, c'est le premier élément. Quels sont les éléments? Même quand on prend les matières, si par exemple on prend les matières scientifiques, ils savent qu'ils sont bons en maths, en physique et en SVT. Mais qu'est-ce qu'ils sont capables de réaliser? Ils ne le savent pas. Et dans la vie courante, à quoi cela peut correspondre? Ils ne le savent pas. Or, c'est cela même qui fait la difficulté. Donc, ils ont besoin de mener des réflexions sur eux-mêmes, sur le monde du travail et puis sur leur environnement. Et ils ont besoin aussi que leurs parents les accompagnent. Voilà, pour les aider à identifier les différentes qualités qu'ils ont. Le choix doit bien souvent s'opérer avant l'obtention du baccalauréat et pour cela, il y a plusieurs astuces. L'orientation, déjà, au niveau du CM, ça peut commencer parce que les enfants, 9 ans, 10 ans, ils commencent à voir un peu comment ils fonctionnent. Il faudrait que les parents aident les enfants aussi à trouver leur qualité, les éléments qu'ils ont en eux. Donc, les rétroactions des parents. « Ah, mon enfant, tu es bien dans telle matière. Ah, mon enfant, tu es bien dans telle activité. » Ça te permet, tu es un leader en menant des activités à tes amis. On voit que tu es un leader, donc tu peux essayer d'entraîner les autres. Donc, ce sont des éléments que les enfants peuvent intégrer et qui peuvent également les aider. Les mères dans les cuisines, pour les jeunes filles, lorsqu'elles font la cuisine, elles peuvent amener les enfants à pouvoir manipuler des choses, faire des gâteaux, ce sont des mesures. Tout ça, ça aide les enfants. Tous ces facteurs pris en compte, le diplômé ne doit surtout pas oublier un détail, l'opportunité d'emploi. Thierry, aujourd'hui dans le domaine du bâtiment, l'a appris à ses dépens. J'ai été orienté en finance comptabilité et il faudrait dire que c'était aussi une des volontés de mon père qui à la base aussi est comptable de formation. J'obtiens le BTS en finance comptabilité. Après, j'ai fait une licence professionnelle. Donc, ce n'était pas facile aussi d'avoir un emploi stable en comptabilité. Et aussi, la demande était supérieure par rapport à l'offre. J'ai tâtonné pendant 4 ans, 5 ans avant vraiment de m'orienter sur l'activité vraiment qui me passionne. On ne va pas balayer du revers de la main, mais on se dit qu'on pouvait s'orienter directement par passion, plutôt de se voir faire des choix influencés à la base par les parents. Kofi, lui, a choisi le métier de protocole, un secteur très peu pourvoyeur d'emploi en Côte d'Ivoire. Il finit par trouver un métier conforme à sa formation de base, mais cela après de nombreuses années. J'avais toujours pour ambition de travailler pour des personnalités. Et donc, après mes études, j'ai fait 3 écoles à l'extérieur. À vrai dire, rien n'est facile dans ce monde, surtout quand vous exercez dans un domaine qui n'est pas trop compris. Après le bac ou bien après vos études supérieures, vous envisagez exercer ce que vous savez faire et que cela met du temps, il y a un découragement. Je m'attendais à ce que ça allait être difficile, mais ce n'est pas pour autant que j'allais renoncer. Les histoires comme celle de Thierry et Kofi se racontent par milliers dans le pays. Une enquête de l'Agence française de développement AFD et du Centre de recherche microéconomique et du développement CREMID révèle qu'un peu plus de 75% des diplômés du pays détiennent des compétences non conformes au marché actuel de l'emploi. Ces chiffres, publiés en 2019, démontrent que le choix de l'orientation s'opère avec minutie. Et dans cette même atmosphère, s'est tenue les 18e assises de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest qui a démarré ce lundi 21 août à l'université de Cocody. Et c'est un atelier qui vise à créer un cadre d'échange réunissant les étudiants en pharmacie de l'Afrique de l'Ouest autour des questions relatives à leur formation et à leur future profession. Un atelier auquel Clarisse Kanyala et Assis Tondiara ont participé.
Ils sont venus de 8 pays de la partie occidentale du continent pour participer aux 18e assises de la Fédération des étudiants en sciences pharmaceutiques de l'Afrique de l'Ouest, FESPAO. Cette rencontre vise à créer un cadre d'échange entre les étudiants en sciences pharmaceutiques et leur permettre d'échanger sur des questions relatives à leur formation d'une part et à leur future profession d'autre part. L'intérêt de cette rencontre-là, de ces assises, c'est de pouvoir proposer des solutions à nos autorités académiques d'une part et aussi nos autorités de santé d'autre part. Et ces solutions-là sont transversales, donc vont couvrir toute la région ouest africaine pour l'amélioration de la santé, mais surtout au bénéfice des patients. Nous voulons en même temps créer un bloc pour que chaque étudiant qui se retrouve dans un de ces 8 pays qui sont membres de la fédération puisse se retrouver comme s'il était dans son même pays, sur le côté pharmaceutique et sur le côté scientifique de manière générale. Ce rendez-vous annuel du FESPAO a bénéficié du soutien de plusieurs doyens de l'UFR, des sciences médicales et du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique représentés. Que le ministre les félicite pour leur esprit de solidarité, de coopération, leur responsabilité aussi. Le ministre attend aussi à ce qu'ils fassent comme leurs aînés, parce que leurs aînés étaient vraiment encouragés de les accompagner dans cette organisation, parce qu'ils ont vu des jeunes qui sont prêts à assurer la relève. La 3e édition du FESPAO se déroule du 21 au 27 août 2023 à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Une rencontre annuelle qui permet également un brassage culturel entre les étudiants en sciences pharmaceutiques venus de plusieurs pays d'Afrique. Tout récemment, une centaine de femmes issues de plusieurs ONG de la commune de Koumassi ont reçu leur diplôme de fin de formation. Et durant un peu plus de 5 mois, elles ont pris part à des formations en pâtisserie, coiffure et plusieurs d'autres métiers liés à l'esthétique. Ces formations ont entièrement été financées par la mairie de Koumassi qui apporte là sa pierre à l'édifice dans la lutte non seulement contre le chômage en Côte d'Ivoire, mais aussi pour l'autonomisation financière de la gente féminine. Aboulaziz Weguira, Amikou Libali. C'est la consécration pour ces femmes. Après plus de 5 mois de formation, elles reçoivent leur diplôme de fin d'apprentissage. Elles sont près de 150 à avoir été formées à des métiers tels que la pâtisserie, la coiffure et la décoration. Pour les récipiendaires, tout y est pour se réjouir. On a été formés sur le thème de la décoration, ce qui nous a permis de créer événementiel, anniversaire. Nous sommes vraiment contentes. Surtout moi, je suis vraiment contente. Cette formation à l'endroit des femmes est une initiative de la mairie de Koumassi. Objectif, lutter contre le chômage et promouvoir l'autonomisation financière de la jeunesse féminine. C'est un moyen de l'autonomisation de la femme, c'est un moyen d'insertion socio-professionnelle des jeunes et des femmes en particulier. Et c'est un programme pratique. Et je voulais aussi profiter pour lancer un appel à l'ensemble des jeunes filles et garçons de la commune de Koumassi de venir au foyer des jeunes pour s'inscrire à ce programme de formation qui leur permettra d'être responsables autonomes. La jeunesse représente plus de 70% donc, de la population. Dans cette formation, une grande majorité concerne donc les femmes. C'est vous dire qu'à Koumassi, nous avons une place importante pour leur promotion et leur autonomisation. Cette initiative est saluée par la représentante de la Grande-Bretagne en Côte d'Ivoire. C'est un honneur, c'est un plaisir d'être ici à Koumassi aujourd'hui et parmi toutes les femmes. Et je pense que cette initiative est très importante. C'est une priorité au Royaume-Uni aussi et c'est bon de le voir ici en Côte d'Ivoire. La formation, l'autonomisation des femmes. Leur diplôme en poche, les récipiendaires peuvent désormais se lancer dans la vie active et compétir sur le marché de l'emploi. L'excellence a été célébrée à la 4e édition de la Grande Nuit du patrimoine archivistique qui s'est tenue le 25 août dernier. Une cérémonie de reconnaissance et du mérite des institutions, des administrations et des particuliers qui se sont distingués dans leur travail. Une initiative de l'Association des jeunes archivistes de Côte d'Ivoire, Clarisse Kanyala, Amikou Libali. Ils sont plus de 6 à recevoir des prix d'honneur et d'excellence pour la reconnaissance de leur ardeur au travail à l'occasion de cette grande nuit du patrimoine archivistique.
Ils ont écrit les plus belles pages du domaine de la gestion des archives. Parmi eux, les meilleurs prix d'excellence décernés à l'institution IPS Ségrae. Ce prix porte le nom du président de la République, Alassane Ouattara. C'est un sentiment de fierté, comme je l'ai dit, et cela couronne les efforts que l'institution a réalisés, a fait. Depuis 2012, dans le cadre, après la réforme de l'institution, beaucoup d'investissements ont été réalisés pour moderniser notre système de gestion et des pensions, mais également tout ce qui est système logistique pour permettre à l'IPS Ségrae de satisfaire ses assurés. Et aujourd'hui, c'est le fruit donc de tous ces efforts qui est récompensé. Cette cérémonie de distinction est une initiative de l'Association des jeunes archivistes de Côte d'Ivoire, Ajassi, présidée par Charles Kwasi. Au cœur des actions qu'il entend mener, la promotion de l'intérêt des archives sur le plan national. C'est la méconnaissance du métier qui nous a motivés à nous engager dans un processus de prix d'excellence. Parce que toute entreprise, depuis sa création, a des archives. L'objectif principal, d'abord, c'est la valorisation du patrimoine de la Côte d'Ivoire, la valorisation du métier d'archiviste et des archives. Les innovations que nous avons engagées cette année, que nos prix ont été conçus en bronze. Cette cérémonie de reconnaissance du mérite est parrainée par la ministre de la Culture, Françoise Arumac, et présidée par le directeur général de la MATCA. Pour le ministère de la Culture, c'est vraiment important d'accompagner ces jeunes qui travaillent dans ce secteur afin de les encourager à promouvoir les archives au niveau du pays. La cérémonie a une grande importance parce qu'elle parle de la gestion des archives. Et l'association des jeunes archivistes de Côte d'Ivoire a eu l'honneur de me choisir comme parrain parce que nous avons été l'un des acteurs, en tout cas, à accompagner cette association dans la réalisation de leur vision. Cette nuit du patrimoine archivistique est une lucarne pour les partenaires. Ce fut aussi l'occasion pour les jeunes artistes comédiens d'offrir des spectacles au public. Et toujours en Côte d'Ivoire, à la page culture, la génération Blessou et Agbon du village Anono, d'Anono plutôt, a fait sa sortie ce week-end. Et cette sortie traduit la maturité des fils et des filles du village. Et tout ceci s'est fait dans le respect de la pure tradition et culture Atchan. Le village d'Anono est en fête. Ces célébrants sont de la génération Blessoué Agbon du village d'Anono. Ils sont nés entre 1993 et 1997. Cette sortie officielle de la génération marque le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Un âge de maturité qui leur confère désormais des droits dans le village. L'âge de la majorité veut dire quoi en pays Atchan? Va nous permettre maintenant de pouvoir prendre des décisions, de pouvoir participer culturellement, de pouvoir participer à tout événement au niveau du village. Voilà, donc cette fête, elle est symbolique pour nous, elle est vraiment primordiale. La fête de génération en pays Atchan est un moment purement traditionnel. Lors de cette fête, l'on choisit parmi eux un jeune habillé en tenue traditionnelle, différente des autres. C'est le cœur de la génération. Et tous se réunissent autour de lui pour des civilités devant les autorités villageoises. À partir de là, ce n'est pas n'importe qui comprend guerrier, vous voyez. Tant que tu n'es pas mature, tu ne peux pas t'initier, on ne peut pas t'initier. Parce qu'aujourd'hui, ils sont appelés à gérer le village. Il y a confiance qu'il sera préparé une bonne relève. Après nous, je pense que tout va se suivre. Cette cérémonie coutumière, encore appelée le Fatchoué, est la fête la plus importante chez les Hébriers, un groupe ethnique de la Côte d'Ivoire. Une célébration soutenue par l'ambassadrice de la Grande-Bretagne. C'était un grand honneur d'associer avec cette fête. C'est ma première fois d'assister à la fête de génération. C'est incroyable pour moi d'avoir cette expérience. Et Anono a des liens avec l'ambassade britannique. Nous avons travaillé ici, nous avons coopéré avec les chefs du village déjà.
Et nous espérons d'avoir un partenariat à l'avenir aussi. Pour cette raison, c'était très important d'être ici aujourd'hui. La fête des générations en pays Atchan est célébrée depuis la création du village en 1876. Elle permet aux membres de la même génération de se traiter comme des frères et sœurs afin de sceller la solidarité, la cohésion et le vivre ensemble. Et puis nous terminons ce temps d'information hors de chez nous où le chef de l'opposition au Zimbabwe, Nelson Chamisa, a contesté ce dimanche la réélection officiellement annoncée la veille du président sortant Emmerson Mnangagwa. Merci et bonne suite au programme sur RTI2.